Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur la désalcoolisation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le stand de la WineTech pour échanger sur ce sujet d'actualité qu'est la désalcoolisation et donc le nouveau marché des vins Nolo. Je m'appelle Hortense Brière, je suis directrice business development chez BNS Tech qui est expert en développement de boissons légères et sans alcool. Aujourd'hui, les vins désalcoolisés et partiellement désalcoolisés sont en plein développement et répondent à une attente croissante des consommateurs. Face à ce constat et à une nécessité pour nous d'accompagner le développement de cette catégorie, nous avons décidé, avec les premiers acteurs de ce marché, de créer le collectif du vin Nolo, en rassemblant des acteurs de la filière de la vigne au verre. Une des vocations de ce collectif est de communiquer sur la pertinence du Nolo dans la filière vin. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé d'organiser la table ronde d'aujourd'hui. Pour aborder ce sujet, j'ai la joie de recevoir des invités de marque qui sont les membres du bureau du collectif du vin Nolo et qui vont pouvoir du coup nous éclairer de leur expérience sur ce marché. Donc je démarre tout de suite à côté de moi par Frédéric Chouquet-Stringer. Tu es le fondateur de Zenotech, expert en vin sans alcool et également distributeur de vin sans alcool sur Internet. Tout à fait. Bonjour à tous. Bienvenue. Ensuite, Stéphane Brière, donc tu es le CEO de la startup BNS Tech qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est donc spécialiste dans le développement de Nolo et que tu as cofondé avec tes 3 frères et sœurs en 2019. Bonjour à tous. Jérôme Cuny, tu es le fondateur de la Cave Parallèle, qui est une cave et un bar dédié aux boissons sans alcool que tu as ouvert en mai 2023 à Nantes. Bienvenue. Bonjour. Et enfin, Sébastien Thomas, tu es le cofondateur et directeur général de Moderato, start-up qui a lancé une gamme de vins réduits et surtout sans alcool pour répondre du coup aux nouvelles attentes des consommateurs. Bienvenue également. Merci, bonjour. Donc, nous allons démarrer cette table ronde par d'abord comprendre un peu qui sont finalement les consommateurs de Nolo. Hop. Voilà un peu le plan qu'on aura aujourd'hui, l'agenda qu'on aura sur cette table ronde. De se poser d'abord un peu le Nolo, c'est pour qui ? Qu'est-ce qui dynamise finalement la croissance de ces produits ? Troisième point, comment on fait un vin désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé ? Et puis, pourquoi un collectif ? Donc, je démarre par la première partie, finalement. Le Nolo, c'est pour qui ? Et je me tourne vers toi, Jérôme. Est-ce qu'on peut se pencher un peu sur les consommateurs de cette nouvelle catégorie de produits ? Qui sont les personnes qui viennent à ta cave ? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que sur les 12 derniers mois, on a eu vraiment une évolution dans la prise de curiosité. On est passé au mieux d'une totale ignorance de la catégorie, voire à une totale défiance, à une réelle curiosité. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut nommer, c'est que des personnes que je vois aujourd'hui, il y a un an, me disaient non, vin sans alcool, y compris dans mes proches, c'est pas pour moi, et qui aujourd'hui me disent bon, on en parle tellement que j'aimerais bien goûter. Et si on essaie de faire un peu un portrait robot de qui sont les consommateurs, et bien aujourd'hui, c'est monsieur et madame tout le monde. Je développe. Plus de 80% des clients qui viennent me voir à la Cave Parallèle sont des clients qui continuent à boire des boissons alcoolisées par ailleurs. Donc ce sont des personnes qui souhaitent modérer leur consommation d'alcool. Et la portion des personnes qui, comme moi, ont fait le choix ou qui doivent, pour des raisons X ou Y, ne plus boire d'alcool, c'est vraiment la portion congrue de ma clientèle, ceux qui sont totalement abstinents. C'est un peu plus majoritairement des femmes. Entre 65 et 70% de ma clientèle, c'est plutôt des femmes, qui sont en général plus appétentes à la nouveauté et qui sont aussi, pour des raisons assez évidentes de maternité passée, présente ou future, plus sensibilisées à la question de j'ai un moment dans ma vie où je ne peux pas boire d'alcool. On prend un homme de 45 ans, de mon âge, s'il n'a jamais été papa, pourquoi pas boire d'alcool ? Pourquoi ? J'ai le choix. Quand je sors, il y a des boissons alcoolisées. J'en bois. Et il faut, en tant qu'homme, c'est un peu plus compliqué. Il faut être une fois dans sa vie, c'est dit j'en bois pas pendant une période pour savoir ce que ça donne. Donc des femmes un peu plus nombreuses. Et en termes de tranche d'âge, et je finirai là-dessus, on est la petite trentaine, 28, 29 ans, donc installés avec un salaire, avec des revenus.
jusqu'à 45 ans. Ça, c'est ce que je constate parce que je communique majoritairement sur les réseaux sociaux et donc je touche moins un public plus senior que je touche lorsque on a un passage télé, un passage radio, un passage presse classique. Et là, on se rend compte qu'il y a une énorme attente aussi de la part de personnes plus âgées qui, là, beaucoup plus pour des raisons de santé, pour des raisons de précaution, d'éviter des chutes, etc., souhaitent modérer leur consommation d'alcool, mais qui ont des habitudes de consommation, notamment de vin. J'ai des clients qui me disent « mais nous, à table, on ne boit pas de l'eau, on boit du vin et on n'a plus le droit de boire d'alcool, qu'est-ce qu'on va boire ?» Voilà. Donc finalement, des gens qui modèrent plus que des gens qui arrêtent. Oui. Et une cible finalement aussi jeune et pas forcément senior, donc une cible assez large. Du coup, cette cible, si elle modère, ça veut dire qu'elle boit, elle continue à boire de l'alcool. Et qu'est-ce qu'elle va rechercher en termes de goût ? Alors là, on a deux possibilités. Soit on a des personnes qui sont en recherche de quelque chose de moins d'alcool, pas d'alcool, et aussi beaucoup moins ou pas de sucre, et qui souhaitent être surpris. Donc, qui souhaitent ne pas chercher quelque chose qui va ressembler à. Et ça, c'est plutôt la petite portion dans ce que j'appelle moi les flexi-drinkers, c'est-à-dire les gens qui vont un coup boire de l'alcool, un coup ne pas en boire. La plupart de mes clients cherchent, et si on parle de vin ici, cherchent à retrouver le plus de marqueurs possible du vin. Donc, j'aime tel type de vin. J'ai souvent des gens qui me disent j'aime le Chablis, j'aime le Quincy. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Ce à quoi je leur réponds avec un petit sourire, moi je ne bois pas d'alcool. Donc si vous ne me décrivez pas votre goût, je ne sais pas quel goût ça a un Quincy. Voilà. Et donc on a vraiment plutôt sur le vin aujourd'hui, en tout cas dans les clients que moi je rencontre, une appétence à retrouver le plus de marqueurs possible, tout en expliquant beaucoup de pédagogie nécessaire pour expliquer qu'à partir du moment où on a enlevé l'alcool, et on en parlera tout à l'heure, on ne peut pas espérer avoir exactement la même chose. Ok. Et en termes d'occasion de consommation, à quel moment en fait ils recherchent ce type de produit ? C'est intéressant de parler d'occasion de consommation. C'est en général les mêmes clients qui recherchent à consommer ces boissons dans des occasions différentes. J'ai beaucoup de clients qui me disent, par exemple, je veux boire moins d'alcool ou plus d'alcool en semaine. On est mardi soir, je rentre du boulot, j'ai envie d'un verre de vin avec mon compagnon ou ma compagne, mais je n'ai pas besoin de l'alcool à ce moment-là. J'ai aussi beaucoup de clients qui me disent je suis conscient de plus en plus qu'autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas boire d'alcool. Et ces gens-là, je voudrais leur proposer une alternative. Ça, j'ai beaucoup vu ça au moment des fêtes de fin d'année, où les gens me disent c'est pas forcément pour moi, mais j'aimerais avoir quelque chose à proposer. Qu'est-ce que je peux proposer à des gens qui ne peuvent plus ou ne doivent pas boire d'alcool ? Donc finalement, pas mal de diversité dans les attentes. Et du coup, à quoi ressemble l'offre aujourd'hui ? Et alors l'offre, elle est assez variée, elle est de plus en plus développée. Si on prend juste ce qui se passe là sur le salon, les producteurs, les vignerons qui proposent cette année une offre de Nolo, c'est x2 par rapport à l'année dernière, et c'est probablement 2 fois moins ou 3 fois moins que l'année prochaine. Donc il y a de plus en plus de producteurs, de vignerons qui se saisissent de cette opportunité, Michel le disait juste avant, de développer leur gamme, de proposer des alternatives, pas de bon vin désalcoolisé sans un très bon vin alcoolisé. Et pour un très bon vin alcoolisé, il faut un vigneron, une vigneronne, il faut un chai, il faut des œnologues, des sommeliers, il faut des ouvriers, il faut des vignes, il faut tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce qui se passe, en tout cas cette année sur le salon. C'est cet engouement. La une des Échos, premier jour du salon, je pense que c'est clair. Merci. Toi, tu es effectivement basé à Nantes, donc une clientèle plutôt française. Frédéric, toi, tu as une vision aussi en Allemagne. Est-ce que le constat est proche et similaire ? Alors, le constat est proche. Moi, j'ai une boutique en ligne en Allemagne depuis 2 ans. Et en effet, déjà, c'est une clientèle très féminine. Dans l'ensemble, pour moi, plus âgée que ce que tu décris. Ma cliente type va être plutôt une femme de 45 ans. Qui, elle, on parle beaucoup de la charge mentale, qui travaille, qui a des enfants, etc., et qui a envie de boire un truc sympa. Là, on revient sur quelque chose de commun, sans avoir besoin de boire d'alcool. Ce qui est bien, c'est que la femme est aussi celle qui fait transformer le mode de consommation dans une famille. Donc, on a un vrai multiplicateur là. Je change un tout petit peu de chapeau, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a vu très fortement, on en parlait hier avec Jérôme, sur ici à Wine Paris, c'est qu'en fait, il n'y a pas un marché, il n'y a pas un groupe cible, mais il y a au moins 2 marchés.
Et il y a vraiment, quand on est vigneron et qu'on se laisse là-dedans, une vraie question à se poser qui est de se dire, mais à qui je veux parler? Est-ce que je veux atteindre un groupe cible de gens plus jeunes qui ne boivent peu ou pas d'alcool, qui ne sont peut-être pas du tout éduqués au vin? Ou est-ce qu'au contraire, je veux proposer un produit pour le buveur de vin, pour lui donner la possibilité de boire du vin plus régulièrement, plus souvent, sans boire d'alcool? Et je pense que ça, c'est vraiment une question clé. Moi, j'ai répondu pour mon site internet sur ce que je voulais faire. Et que, suivant ce qu'on fait là-dessus, eh ben, on n'aura pas du tout les mêmes clients, on n'aura pas les mêmes attentes, que ce soit en termes de marketing ou en termes de produits. Super intéressant. Donc effectivement, du coup, l'offre s'élargit parce que plusieurs cibles. Est-ce que ça veut dire qu'elle s'élargit? Est-ce que ça veut dire qu'elle s'améliore d'un point de vue organoleptique? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, clairement, l'offre s'améliore. Alors, déjà, vous allez pouvoir goûter par vous-même tout à l'heure. On a préparé quelques bouteilles pour vous. Moi, je me suis lancé il y a 3 ans sur le sujet. J'aime le vin, je bois toujours du vin, avec alcool, sans alcool. Quand je me suis lancé, tout ce que j'ai goûté à l'époque, mon résumé, c'était 98%, c'est imbuvable. Pour quelqu'un qui aime le vin, c'est imbuvable. Ça sent pas bon. Aujourd'hui, je trouve qu'on a des produits qui sont non seulement buvables, mais qui sont bons et qui procurent du plaisir. Et je pense que cette notion de plaisir, c'est quelque chose d'important. Je pense que le no-lo, ce n'est pas communiquer sur le no ou sur le low. C'est communiquer sur le lien social, c'est communiquer sur le goût, etc., etc., etc. Super, merci Frédéric et merci Jérôme pour ces premiers éléments. On passe maintenant du coup un peu à ce sujet finalement de la qualité des produits qui est donc un enjeu clé et un sujet clé notamment sur le vin désalcoolisé. Sébastien, du coup je me tourne vers toi à présent pour parler justement de ce qui dynamise cette nouvelle catégorie du no-lo ces derniers temps. J'avais envie de faire une petite blague parce qu'on est à la Saint-Valentin. Ce soir, vous pourrez boire du vin. Vous n'aurez pas besoin de l'alcool pour conclure, en fait. Je pense que c'est la thématique un petit peu de cette table ronde. C'est important, en effet, de parler de la qualité des produits. Nous, on existe depuis 3 ans. En effet, au départ, on était sur une gamme en low alcool. Et puis, on a fait le choix du sans alcool il y a à peu près 1 an et demi. On pourra discuter de pourquoi on a fait ce choix-là. Mais on a désalcoolisé des dizaines et des dizaines, goûté des dizaines et des dizaines de vins, désalcoolisé des dizaines et des dizaines de vins pour apprendre, comprendre. Une chose est sûre, c'est que si on veut faire un bon vin désalcoolisé, il faut un bon vin de départ, mais qu'un bon vin de départ ne donnera pas toujours un bon vin désalcoolisé, parce qu'il y a une recherche d'équilibre assez particulière. On a les mêmes dimensions que dans le vin, l'acidité, la sucrosité, l'aromatique, les tanins sur un vin rouge. Mais évidemment, quand on enlève l'alcool, on se retrouve sur une expérience qui est nécessairement un peu différente. Il y a un petit pas de côté à faire, je pense que c'est ce que disait Jérôme, c'est ce que disait Frédéric aussi. Et les consommateurs sont de plus en plus prêts à faire ce pas de côté, qui n'est pas un renoncement, qui est plus, est-ce que je peux retrouver quelque chose qui me plaît ? Et le travail du coup sur ces dimensions, donc en amont, sur la qualité du vin, le profil du vin, que ça soit en blanc, en rouge. Après, si on veut faire un rosé, si on veut faire un pétillant, il est très important. Donc c'est une question à se poser quand on veut se lancer, qui est déjà quel type de vin j'ai envie de produire et de quelle base je dispose, de quel vin alcoolisé je dispose pour pouvoir produire ça. Et après, à l'étape de la distillation, c'est comment on fait cette étape, distillation ou d'autres méthodes, on retire l'alcool. Et après, il y a cette étape de la formulation et de l'assemblage qui consiste à retrouver à la fois, dans notre cas Moderato, et quand on a envie d'être plutôt dans l'ADN vin, donc de retrouver l'aromatique et la structure du vin d'origine, comment on équilibre, avec parfois un peu d'édulcoration. Il y a des cahiers des charges de plus en plus précis qui existent. Le mot vin désalcoolisé n'est pas un gros mot, c'est une dénomination qui a un cahier des charges associé aujourd'hui. Donc il y a des règles qui évoluent aussi, parce que ça doit évoluer dans le sens de la qualité. Et c'est vraiment nous ce qu'on essaye de faire en tant que marque et ce qu'on essaye de promouvoir en tant que collectif, qui est d'aller vers des produits qualitatifs qui répondent à un besoin de plaisir, comme tu le disais, Frédéric. Tu évoquais effectivement que vous aviez démarré par des vins légers et que vous êtes allé sur le zéro.
Pourquoi ce choix, du coup? Alors, je pense je ne sais pas si c'est schématisé, mais il y a un peu deux cas de figure. Alors, je vais commencer par celui que je connais, qui est le nôtre. On avait une cuvée qui était à 5% d'alcool. Et on s'est rendu compte, dans notre cas, on n'est pas des vignerons, on est vraiment des spécialistes du Lono, que c'était un entre-deux qui n'était pas évident. Pas évident parce que même les gens qui aiment bien le vin, qui en consomment beaucoup ne savent pas quel est le degré d'alcool d'un vin. Donc quand on leur dit c'est à 5%, ils se disent oui c'est moins, mais c'est moins de combien? Et du coup ça veut dire que je peux en boire combien? Ou à l'inverse, on a même eu des cas de figure où on me disait mais c'est génial là, votre vin sans alcool. Là on rétropédale en disant non, attention, il y a 5% d'alcool, c'est comme une bière. Et du côté de la distribution, c'était un peu pareil. Ils ne savaient pas trop comment le positionner parce que ça sortait du cadre du vin, mais il y avait quand même 5% d'alcool. Donc c'était un peu compliqué. Je pense que dans notre cas, quand on a interrogé les consommateurs, le sans-alcool était ce qui n'avait pas d'ambiguïté. C'était simple, c'était clair, c'était net. Les questions ne se posaient plus. Quand on est un producteur de vin ou un vigneron, la question est peut-être un peu différente parce que vous allez avoir des consommateurs réguliers, qui connaissent le travail qui est fait, qui apprécient le travail qui est fait. Et proposer une version peut-être allégée du coup en alcool peut avoir du sens parce que c'est une extension de gamme en fait. Et il y a la maison, le château, le domaine derrière qui est déjà connu. Donc la démarche peut être différente. Je dis ça avec des pincettes parce que c'est une analyse générique qui vaut ce qu'elle vaut. Je pose juste des idées ici. Dans notre cas, ça a été vraiment de travailler le sans-alcool et d'être spécialiste. Alors, on est à la Wine Tech, donc on va faire du franglais, pure player, si on voulait dire ça, mais très attaché au travail de la vigne pour le sans-alcool, à voir ce que donnera la catégorie du low alcool. Donc effectivement, on sent que le marché démarre sur le no, peut-être aussi parce que c'est plus simple à comprendre pour le consommateur. Il y en a ou il n'y en a pas. Et que le low va arriver, peut se construire sa place aussi en complément de gamme. On comprend aussi que finalement, le goût, c'est vraiment clé sur le produit. On le sait. En plus, on est sur une catégorie plaisir. Et le français, lui faire boire quelque chose qui n'est pas bon, ça n'existe pas. En tout cas, toutes les études consommateurs disent toujours que ce qu'il va rechercher toujours dans un produit, c'est le plaisir. Ça reste du coup clé. Il y a encore quand même des éléments aujourd'hui qui freinent la consommation de ces produits-là. Quels sont les enjeux en fait, qu'attendent les consommateurs et qu'est-ce qui les freine encore ? Je pense que je parlais de ce pas de côté. Alors si je schématise et que je suis un peu dans la petite provoque, il y a un peu deux cas de figure. Il y a les gens qui aiment bien le vin et qui se disent tiens, vin sans alcool, ouais, ça me dit bien de tenter. Là, la démarche, elle est proactive, elle est assez différente. C'est des gens qui, presque inconsciemment, se mettent dans une démarche d'ouverture, qui est de découvrir une nouvelle expression du vin différente. Dans ces cas-là, ils vont goûter les produits et ils vont retrouver certains marqueurs du vin. Une certaine aromatique, un certain niveau d'acidité, dans le cas d'un rosé, une certaine rondeur, un petit peu d'amertume, un peu de tanin sur un rouge. Et en général, ça va être plutôt une révélation. C'est, tiens, en fait, c'est sympa. Je retrouve des marqueurs qui me plaisent et ça me va bien et ça me plaît bien. Et il y a de plus en plus de consommateurs qui sont dans cette démarche-là. À l'inverse, il y a des gens qui se disent, ouais, le sans-alcool, bon, je vais goûter, mais ça m'étonnerait. Et là, en fait, il n'y a même pas besoin de goûter. Ces gens-là, en fait, font pas ce pas de côté, n'ont pas envie d'autre chose, et donc ça ne peut pas marcher dans ces cas-là. Donc, parce qu'ils ne retrouveront pas l'élément essentiel, qu'ils ne diront pas, qui est l'alcool. Que ce soit parce qu'il y a une addiction, que ce soit parce qu'ils adorent l'alcool, et parce que l'alcool leur apporte quelque chose qui leur plaît après gustativement. Mais la réalité, c'est que ça évolue beaucoup. Nous, on a beaucoup de gens... ça fait 3 ans qu'on est là. Il y a 3 ans, venaient nous voir en disant ouais, mais non, sans alcool jamais. Et puis qui reviennent en disant en fait, ouais, ça évolue, ouais, ça change. C'est pas mal, ouais, quand même. Et ça, on le voit ici, mais on l'a vu aussi du côté des consommateurs. Et je pense qu'on n'est pas là pour remplacer le vin. On a besoin d'un bon vin. On est là pour travailler certains marqueurs du vin, mais pour proposer une nouvelle. Moi, je le définis comme ça, une nouvelle expression du vin, parce qu'on nous dit, mais appelez pas ça du vin. Ben si, 99% de nos produits sont faits à partir de vin, donc c'est du vin désalcoolisé. Mais on cherche à tromper personne, et au contraire,
on le revendique avec plaisir, c'est du vin désalcoolisé. Super intéressant, merci. On a vu effectivement ces consommateurs, je pense qu'on a tous vu l'évolution du marché aussi et on l'a tous vécu, je pense, sur cette estrade il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi. Non, moi jamais de la vie. Et puis depuis quelques mois, une vraie accélération. Finalement, je goûterais bien ton truc, ça m'intéresse, etc. Finalement, la question c'est aussi comment on fait en fait, comment on fait un vin désalcoolisé. Et du coup, je me retourne vers toi, Frédéric. Merci Sébastien pour ces éléments. On a vu, il y a un enjeu clé sur la qualité des vins, et on parle donc de désalcoolisation, le mot qui peut faire un peu peur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, c'est vrai que sur la dénomination officielle, désalcoolisation, ça n'a pas été très sexy. Ça fait très technique. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais comment vous faites chimiquement pour enlever l'alcool ?» Et en fait, s'il y a quelque chose dont on n'a pas besoin pour enlever l'alcool, c'est de la chimie. Aujourd'hui, on va travailler, il y a 3 processus clés, 3 technologies clés qui travaillent en fait sur 2 processus différents. Il y en a une, on va dire, c'est de la filtration. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais parler d'osmose inverse. Je pense que la plupart des gens dans cette salle vont savoir comment marche l'osmose inverse. Et donc, on va en fait faire passer de l'alcool via un filtre très serré vers de l'eau. Ça marche plutôt bien. Ça coûte un peu cher. C'est compliqué de faire des gros volumes. Et puis, à mon avis, il faut partir sur des vins très spéciaux. Si vous mettez en osmose inverse un vin à 14, vous allez avoir quelque chose d'assez aqueux derrière. Il y a une deuxième technologie qui s'appelle la désalcoolisation sous vide, l'évaporation sous vide, vacuum distillation, vous l'appelez comme vous voulez. Là, le but du jeu, c'est en mettant le vin sous vide, de descendre la température de distillation de l'alcool le plus bas possible. Donc on va travailler, quand on travaille avec des personnes qui sont vraiment très pointues là-dessus, sur des températures 28, 30, 32 degrés. Plus on arrive à aller bas, mieux c'est. L'avantage, c'est que ça va vite. On peut faire des volumes assez intéressants. Ça ne coûte pas très très cher. Et on peut avoir des très beaux résultats. Dernièrement, moi quand je me suis lancé il y a 3 ans, on a beaucoup parlé de la spinning cone column, qui est en fait sur une base similaire, où on va partir sur une vacuum distillation, avec un deuxième passage, un passage supplémentaire sur une unité qui tourne. Ça marche plutôt bien. Problématique aujourd'hui sur le marché européen, c'est que c'est quasiment inaccessible, puisque les entreprises qui ont ça sont des entreprises qui ne servent que de ça. Et on en parlait dernièrement avec d'autres collègues ici. Ça marche bien, mais on n'a pas de preuve que ça marche vraiment mieux. Mais donc aujourd'hui, il y a quand même une complexité. Et puis en plus, ce dont je ne vous parle pas en détail, c'est la partie récupération des arômes. La récupération des arômes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous désalcoolisez un vin, il y a l'alcool qui part d'un côté, le vin de l'autre. Mais malheureusement, ce n'est pas comme si automatiquement tous les arômes se disaient moi je vais aller du côté du vin et je ne vais pas aller du côté de l'alcool. Et donc on va avoir différentes technologies pour aller chercher dans l'alcool les arômes et pouvoir les réintroduire. Super, merci. Donc effectivement, on a parlé désalcoolisé, de vin désalcoolisé. On parle aussi de vin partiellement désalcoolisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de comment classifier ces vins. Donc un vin partiellement désalcoolisé, c'est un vin entre 8,5 et 0,5. Aujourd'hui, là aussi, vous allez pouvoir travailler ça de plusieurs manières. Je trouve intéressant ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le lot. Moi, je pense que ça va arriver, mais que ça va avoir besoin de temps. Et en fait, donc là, aujourd'hui, on va pouvoir travailler un vin et le désalcooliser de quelques degrés. Alors attention, il y a plusieurs niveaux. Il y a une désalcoolisation du vin qui est complètement autorisée dans un système normal de 20%. Vous connaissez ça en général. Dans le sud de la France, on peut faire ça au sein des AOP. Après, on va donc passer dans ce parti désalcoolisé, 8,5 à 0,5, et ensuite la désalcoolisation totale. Là, pour la partiellement désalcoolisée, aujourd'hui, soit vous passez par probablement de l'osmose inverse et vous allez descendre au fur et à mesure jusqu'au degré voulu. Il peut y avoir la solution qui est aujourd'hui un petit peu une zone grise, mais acceptée, et qui en tout cas qualitativement et économiquement pour moi la meilleure, qui est de dire on va désalcooliser une partie du vin à 0 et reconstruire avec le vin d'origine
afin de remonter à ce degré d'alcool. Ce qui a le gros avantage qu'on va avoir toute une partie du vin qui n'a pas du tout été touchée. Et donc, on va vraiment avoir l'aromatique complète du vin original. Et donc, effectivement, on parlait dénomination de ces produits. Je ne dis pas appellation parce qu'on en parlera juste après. Donc, ce sont bien des vins. Effectivement, on peut bien dire vin, tu le disais, Sébastien, puisque la réglementation autorise effectivement à appeler ça vin désalcoolisé et partiellement désalcoolisé. Je disais dénomination parce qu'effectivement, appellation, c'est autre chose. Quand on a un vin avec une appellation, qu'est-ce que ça devient une fois qu'on le désalcoolise ? Sujet un peu... Sujet intéressant et clivant, parce que une appellation, on veut reconnaître un terroir, on veut reconnaître des caractéristiques, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'appellations, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas possible dans le sans-alcool. Je vous le dis tout de suite, je suis complètement en désaccord avec ça. Je ne suis plus en capacité de le prouver aujourd'hui, parce que je n'ai pas ce vin-là, mais je ne suis pas d'accord. Bref, aujourd'hui, la loi européenne n'autorise pas les vins désalcoolisés à porter des indications géographiques. Donc, on est sur un vin de France, si on est en France. Peut-être cela changera. Je pense que ça peut être intéressant pour pas mal d'appellations, on va dire, plus génériques. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne tous quel type de qualité nous sommes capables de faire afin de pouvoir prendre une décision sensée. Merci. Réfléchie. Oui. Et finalement, est-ce que c'est vraiment un frein ? Le vin désalcoolisé étant un produit assez différent, on l'a évoqué, on fait un pas de côté, ça s'appelle bien du vin, mais il faut faire ce pas de côté d'un point de vue intellectuel, gustatif, même si les produits sont de qualité. Donc l'avenir nous le dira, c'est un gros sujet, effectivement, l'appellation, mais peut-être que même avec, pouvant s'appeler vin de France, pouvant utiliser tous les atouts qu'on peut utiliser sur le vin, il a tout l'avenir possible. Si on regarde du coup un peu les challenges de ce marché, quels sont-ils ? Et je continue avec toi, Frédéric. Pour moi, le challenge numéro 1, c'est la qualité, la qualité, la qualité. Il faut absolument qu'on arrive à proposer à nos clients des produits dans lesquels ils se reconnaissent, qu'ils ont envie de boire. Et quand on parle de nos clients, attention, je pense qu'on a essayé de vous le dire, c'est une multitude de clients différents. On va avoir vraiment différents groupes cibles pour différents produits. Et d'avoir un produit générique pour tous, ça ne marchera pas. J'ai beaucoup de cavistes, moi, ces derniers jours, qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Mais moi, je veux un blanc, un rosé, un rouge. » Et je leur dis « Mais c'est une grosse erreur, parce qu'en fait, déjà, vous, votre métier, c'est de conseiller. Donc, il va falloir donner ce conseil aussi. Et puis, ce qui est certain, c'est que si vous proposez quelque chose, un blanc très sec, un petit peu boisé, et votre client, en soi, il n'aime pas les blancs très secs, un petit peu boisés, ça ne va pas lui plaire. Et le risque, c'est qu'il ne reparte pas en disant « Je n'ai pas aimé ce vin », mais il va dire « Le vin désalcoolisé, c'est pas bon ». Et donc, il faut vraiment qu'on travaille ces deux parties. D'un côté, la qualité du produit, et de la deuxième partie, c'est comment le mettre sur le marché, qui le met sur le marché, que ça soit en GD, que ça soit en caviste, que ça soit en restauration, avec du conseil, de la connaissance du produit. Merci Frédéric. Pas dernière question, mais question aussi qui, je pense, intéresse dans la salle. Je me tourne vers toi, Stéphane. Qu'en est-il du bio sur les vins désalcoolisés ? Vaste sujet aussi. Faut que j'allume. Ah, c'est allumé. On peut faire un vin désalcoolisé avec un vin bio. Techniquement, c'est faisable. D'un point de vue réglementaire, ça lui enlève son bio. On a un petit peu de mal à le comprendre et à l'accepter au sein du collectif, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir, vous ne trouverez pas de vin désalcoolisé bio, parce que ce n'est pas autorisé par le règlement bio. C'est un petit peu comme on parlait des appellations. Si vous voulez, il y a un marché qui est en train de se mettre en place. Il y a des consommateurs qui sont en train de faire des pas de côté, qui sont en train de s'habituer aux produits, qui sont en train d'enseigner aussi à la filière qu'est-ce qu'il faut proposer comme produit. Et puis il y a la réglementation à côté qui essaye d'encadrer tout ça et qui quelquefois arrive en parallèle ou avec une petite inertie, on va dire. Donc bio, aujourd'hui, c'est pas possible. On espère que demain, ça le sera. Pourquoi ? Parce que en réalité, le travail qui a été fait par le vigneron pour créer un vin bio, il a été fait dans la culture, dans la vinification, et ça, il l'a fait.
Et quand on parlait de chimie qui n'existe pas, il n'y a pas d'intrants chimiques qui viennent faire cette séparation de l'alcool et du vin. On parle de procédés qui sont des procédés œnologiques, mécaniques, entre guillemets. Et donc, on a un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que tout le travail qui a été fait avant est gommé par cette étape. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, on fait beaucoup de produits avec des vins bio aujourd'hui, parce que c'est assez en ligne avec la philosophie des vignerons qui font ces produits-là. Les vignerons qui choisissent d'aller dans le bio, ils veulent proposer des choses plus saines. Quand vous tirez le fil, proposer des choses qui ont un peu moins d'alcool, en fait, c'est logique. Donc il y a une petite frustration sur le fait qu'on ne puisse pas encore tirer le fil jusqu'au bout, mais on est plein d'espoir et on est convaincu, en tout cas au sein du collectif, que c'est au travers de la discussion, de la pédagogie, qu'on va pouvoir, à la fois avec les instances réglementaires et le monde des consommateurs et la filière, proposer de la transparence et de la qualité sur cette catégorie. Je voulais juste rajouter, donc bio aujourd'hui, ce n'est pas possible. Par contre, par exemple, HVE, vignerons engagés, etc., sans problème. Merci pour ces précisions. Peut-être, quand on parlait d'appellation, c'est pas possible aujourd'hui. Pour autant, la réglementation européenne a ouvert la possibilité aux ODG de prendre en considération cette catégorie pour les vins partiellement désalcoolisés, donc entre 0,5 et 8,5. Et donc en fait, ils sont en train de plancher sur le sujet. Il y a des groupes de travail qui sont en cours pour savoir quels sont les cahiers des charges dans les différentes AOP ou IGP qui encadreront cette nouvelle catégorie de produits. Donc pas possible aujourd'hui, mais ouvert. Alors que sur les vins totalement désalcoolisés, la réglementation européenne n'a pas ouvert cette possibilité-là. Et juste pour compléter, le propos était très complet, mais ça me fait penser à un article qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, à ce sujet justement des appellations. Et il y avait des circonvolutions parfois un peu complexes, propres à chaque univers. Il y en a dans le vin, vous les connaissez. Mais il y avait une question qui était intéressante, qui était de dire, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le vin désalcoolisé représente bien le vin d'origine, et donc l'appellation, la typicité du vin d'origine. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, nous, dans le travail qui doit être fait, qui est que le vin désalcoolisé doit s'inscrire dans cette perspective-là, en tout cas, si c'est ce qui est recherché, avec un lien de filiation ou une ADN commune avec le vin d'origine, parce que c'est ce qui permettra très probablement à cette porte de s'ouvrir. Merci beaucoup. Donc on comprend effectivement que tout ça est assez complexe et que ça nécessite de la pédagogie. Ça m'amène à parler du coup du collectif. Et donc je me retourne vers toi, Stéphane, en tant que président du collectif du Vinolo. Comment est venue l'idée de créer ce collectif ? Parce qu'il y a plein de questions à se poser, parce qu'il y a plein d'innovations, parce que ça touche en fait l'ensemble de la filière. Et quand on a chacun créé nos activités il y a 2-3 ans, on était à un bout de la filière et on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de complémentarité. C'est très bien de savoir bien faire un vin désalcoolisé. Par contre, s'il n'y a personne pour le vendre correctement, pour expliquer comment ça se passe, pour conseiller, pour mettre en marché, ça ne marche pas. Si on ne travaille pas sur les itinéraires techniques de vinification ou de désalcoolisation pour aller chercher justement cette qualité qui est nécessaire, ça ne marchera pas non plus. Et en fait, vous avez autour de la table des gens qui sont un peu des outsiders. On n'est pas représentant des grandes instances de la filière. Et c'est souvent les outsiders qui chatouillent. Et ce qu'on a réussi à faire avec ce collectif, c'est embarquer un certain nombre d'acteurs traditionnels de la filière qui sont motivés, qui ont compris qu'il y avait quelque chose à jouer, qui ont compris que c'était une opportunité pour la filière.
On a beaucoup été décriés quand on a démarré parce qu'on nous considérait comme des gens qui voulaient tuer le vin. Surtout pas, parce qu'en fait, comme c'est notre matière première, on ne pourra plus travailler si le vin n'existe pas. Il faut que vous ayez en tête aussi que le vin, quand il est créé, qu'il a été vinifié proprement, il contient de l'alcool et que cet alcool, on ne le jette pas. Cet alcool, il est revalorisé dans la filière, donc c'est quelque chose qui est tout à fait vertueux, parce que finalement, à partir de quelque chose qui était un produit, on fait 2 produits aujourd'hui. Donc ça c'est important, c'est à la fois important parce qu'on ne veut pas de déchets, mais c'est aussi important parce que c'est une voie de diversification de valeurs, et c'est ce qui permet aussi de financer une partie de l'accès à ce marché, c'est qu'on puisse valoriser l'ensemble des coproduits. Donc ça sert à quoi un collectif? Ça sert à être ensemble, à essayer de porter une voix commune. Notre objectif, c'était d'abord de faire de la pédagogie. C'est ce qu'on a fait un peu indépendamment sur tous les salons depuis quelques années et qu'on essaie de faire maintenant collectivement. Faire déguster des produits, expliquer comment ça se passe, expliquer la réglementation, déverrouiller les peurs, faire rentrer l'ensemble de la filière dans cette histoire-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le combat de la qualité. C'est dire, en fait, c'est pas pour rien qu'on est à la wine tech, c'est-à-dire qu'en fait il y a un sujet d'innovation derrière. On est au début de l'histoire. Le vin continue de s'améliorer. Le vin désalcoolisé, il a besoin de nouveaux savoir-faire, il a besoin d'innovation, il a besoin d'innovation technologique, il a besoin d'innovation peut-être jusque dans la culture, il a besoin d'innovation dans la façon de vinifier les vins. On a commencé le marché sur les vins qui avaient été élaborés, mais qui ont été élaborés avec un objectif qui était de faire du vin. Si demain vous voulez faire un vin désalcoolisé, il va falloir prendre le sujet un peu plus en amont. Et de la même façon que quand vous faites du cognac ou du champagne, vous gérez le sujet dès la culture, la vendange. Et le vin qui sert à la distillation pour faire d'excellents cognacs, vous l'avez peut-être déjà goûté, mais en général, il n'est pas proposé à la consommation parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas à la fin de son itinéraire technique. Sur le vin désalcoolisé, on est dans la même histoire. Sauf que c'est le vin désalcoolisé 2.0, 3.0, 4.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le marché est en train de se créer, il faut commencer à apprendre, il faut commencer avec ce qu'on a. Et voilà, donc il y a ce combat de la qualité. Et on s'est dit que plusieurs cerveaux autour d'une table, ça irait plus vite. Et que de toute façon, on n'est pas dans une approche concurrentielle. Et tous ceux qui sont dans le collectif ont bien compris ça, parce que on a des activités qui peuvent être concurrentielles au sein du collectif. Mais c'est en créant de la diversité, en créant de l'émulation et en créant justement des nouveaux savoir-faire qu'on va pouvoir faire un développement de la catégorie. Et c'est ça qui va bénéficier en fait à tous. Le dernier sujet, on en a parlé un petit peu, c'est la réglementation. C'est les instances interprofessionnelles, c'est les AOP, les machins. C'est quand même un sujet compliqué. On est en train de leur poser des casse-têtes. C'est du vin, c'est pas du vin, est-ce qu'il faut appeler ça du vin, voilà. Et donc on s'est dit que pour leur faciliter la vie, on allait leur mettre un interlocuteur en face plutôt qu'ils aient à grappiller des informations partout. Donc en fait, on a ce sujet de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait proposer aux instances réglementaires pour que cette catégorie bénéficie à la filière et que ce soit plus facile pour les instances d'avoir un interlocuteur plutôt que d'en avoir 5, 10, 15 ou 20. Donc faire de la pédagogie sur toute la filière, travailler à la qualité et puis travailler à ce que le cadre réglementaire soit à la fois sérieux, parce qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. On a une exigence aussi de qualité, de label un peu qualité autour du vin, mais qu'on ne resserre pas tout pour éviter en fait que cette catégorie échappe à la filière vin. Les normes en jeu, les consommateurs en fait ils sont là, les gens attendent des produits, ils n'attendent pas la filière vin, et ils trouveront les produits ailleurs si d'autres peuvent proposer les produits.
Donc producteurs, prenez le challenge de l'innovation, faites des beaux produits, des produits de plus en plus haut de gamme, proposez à ces nouveaux consommateurs que vous n'atteindrez jamais pour une grande partie, parce que vous avez des produits qui contiennent de l'alcool et qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'alcool. Allez chercher au-delà de votre clientèle actuelle. C'est ça l'enjeu. Il y en a quelques-uns qui veulent boire moins d'alcool, on l'a vu, il y a une déconsommation avérée, mais il y a aussi des tas de gens qui boivent autre chose, hein, qui boivent de l'eau, qui boivent des jus de fruits, qui boivent des softs. Et tous ces gens-là, vous pouvez leur proposer aujourd'hui quelque chose grâce à cette technologie, grâce à ce cadre réglementaire, grâce à cette réglementation. Mais il faut leur proposer de la qualité. Voilà. C'est l'enjeu. Merci Stéphane. On voit effectivement donc les 3 engagements du collectif qui sont fédérés, valorisés, conseillés. Le collectif a été créé l'été dernier, en juillet 2023, lancé en septembre. Il y avait 10 adhérents. Où on en est là en février 2024 ? J'ai des bulletins d'adhésion dans les poches. Non, en réalité, on est une vingtaine maintenant, au bout de 3 mois. Et ça intéresse beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'être sur une affiche, ou voilà, c'est qu'on a des personnes qui souhaitent contribuer en apportant du temps, en apportant leur savoir-faire, et c'est ça qu'on recherche. Donc effectivement, il est fort probable que d'ici quelques mois et d'ici la fin de l'année, on soit beaucoup plus nombreux, et tant mieux. Super. Et du coup, quels sont les chantiers du collectif actuel et futur ? On va continuer sur la communication, sur la pédagogie. On se pose la question, par exemple, d'un livre blanc qui poserait un petit peu tous les enjeux de la filière. Il y a des sujets réglementaires sur lesquels on souhaite prendre position et puis être interlocuteur. On a parlé du bio, mais il n'y a pas que ça. Les pratiques œnologiques ont été évoquées, elles sont en cours de discussion. C'est important qu'on puisse apporter en fait la vision du terrain sur ces sujets-là. Sur la qualité des produits, il y a beaucoup de chantiers possibles. Les itinéraires techniques qui sont liés d'ailleurs au questionnement d'appellation et ces choses-là. Les travaux qui pourraient être faits sur les technologies de désalcoolisation aussi. Et enfin, il y a un sujet, comprendre le consommateur. C'est-à-dire être capable de fournir à la filière une meilleure compréhension de ce qu'il y a comme business derrière et de ce que les gens attendent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très très peu, quasiment aucune analyse précise en termes de marché, de compréhension de marché, au national ou à l'export. Et ça, on voudrait pouvoir proposer des choses dans ce sens-là pour aider les vignerons à se décider et ensuite les aider à créer les produits. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour vos interventions et vos explications. Je vous propose de passer aux questions, si vous en avez. Bonjour, c'est un vrai sujet que je découvre et merci pour vos exposés. Moi, je suis professeur de sommellerie, donc j'enseigne les appellations et à les reconnaître. Est-ce que dans votre imaginaire, dans les années à venir, on sera capable de faire la différence entre un Côte-du-Rhône désalcoolisé, un Bordeaux désalcoolisé, un vin d'Italie désalcoolisé, etc., etc. Je vais prendre la question. Et je disais tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir le prouver. Nous avons présenté, il y avait une bouteille sur le collectif là, avant-hier, un Côte de Bourg, alors j'ai pas le droit d'appeler ça un Côte de Bourg, 2018. Et en fait, moi, en désalcoolisant plusieurs Bordeaux, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire en travaillant sur des produits plus anciens. Nous, on fait des produits aujourd'hui, je peux vous garantir que vous allez reconnaître les marqueurs cépage. Ça, c'est la première chose, spécialement sur les blancs. La deuxième chose, c'est que sur ce produit 2018, c'est la première fois où il y a quelqu'un qui vient sur mon stand, sachant qu'il va boire du désalcoolisé, mais ne sachant pas ce qu'il a dans son verre, qui me regarde et qui me dit « c'est du Bordeaux ».
Donc, est-ce que je pense que c'est quelque chose qui est arrivé? J'en suis intimement persuadé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui dans la largeur du marché? Il y a des produits qui sont plus typés, d'autres qui sont moins typés, probablement pas. Mais je pense qu'on est tous en train de travailler dans cette direction de qualité et justement d'arriver à proposer une diversité. Le vin, c'est de la diversité. Comme vous le disiez, un vin italien, un vin français, un vin espagnol, un vin du nord de la France, c'est pas la même chose. Et je parlais moi tout à l'heure d'une multitude de consommateurs. Et la multitude de consommateurs, il faut qu'on lui présente une multitude de produits. Peut-être pour compléter un petit peu, moi j'ai déjà fait des premières interventions dans des écoles, soit des écoles de commerce vin, bière, spiritueux, soit des écoles qui tournent en tout cas autour de la filière vin, des écoles de traiteurs, des écoles qui s'intéressent à ce sujet-là et qui pour l'instant sont au stade de dire nos étudiants, qu'ils soient œnologues, sommeliers, etc., ne peuvent pas ignorer le développement de cette catégorie. Donc il faut, un peu comme on le fait avec vous aujourd'hui, moi je fais des modules d'une demi-journée, qu'on vienne leur présenter la réglementation, de quoi on parle quand on parle de ces produits-là. On reprend en élaborant, en détaillant un peu plus tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. On conclut par une dégustation. Ça permet aussi de se faire une idée sur place de ce qu'on entend par ces produits-là. Et c'est la première étape qu'il ne faut pas rater. C'est-à-dire, il faut qu'un sommelier ou une œnologue aujourd'hui se dise « Ok, cette catégorie, elle existe. De quoi on parle quand on parle de cette catégorie? Quels sont les produits concernés ?» Parce que quand je vais me retrouver face à l'entreprise, quand je suis traiteur qui veut un bar, quand je vais être en cave, quand je vais être en restaurant, quand je suis sommelier, je vais avoir des demandes de consommateurs et il faut que je sache leur répondre. De quoi on parle? Alors, je complète, je me permets, on parle de filière. Tout ça, ça marchera s'il n'y a pas de discontinuité dans la chaîne de valeur. Et les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, ceux qui conseillent sur l'accord entre les mets et les boissons, et je dis boissons au sens large, sont bien les sommeliers. Si on fait des bons produits, qu'on a des belles caves pour les acheter, mais que quand on va au restaurant, on ne nous le propose pas, ou qu'on a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec ces produits-là ou ne savent pas les conseiller, on casse un maillon de la chaîne. Donc, pour moi, l'enjeu des sommeliers, c'est de rentrer dans la connaissance de cette catégorie, de ne pas chercher forcément l'imitation. Hein. Il y aura des produits qui auront effectivement des typicités variétales, et il y aura d'autres produits qui pourront être proposés en accord mets-boissons. Et c'est ça l'enjeu, c'est de trouver en fait un pairing qui soit de valeur. Vous avez peut-être vu apparaître des gens qui s'appellent des sommeliers. Bon. Il y a eu des petites polémiques d'ailleurs sur les réseaux parce que les sommeliers ont dit mais c'est qui ces gens-là? Nous on sait très bien faire ça. Si vous saviez très bien faire ça, il n'y aurait pas des sommeliers. Et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. La nature a horreur du vide et il y a un besoin. Donc, s'il vous plaît, dans les écoles, dans les structures, prenez en compte cette nouvelle catégorie, apprenez à la valoriser pour le bienfait de la filière, parce que ce sont des produits qui doivent être accompagnés et ce sont des produits qui ne sont pas des sous-produits de la filière. Bonjour, j'aurais deux questions très différentes. La première, c'est plus technique. Vous avez parlé de l'extraction de l'alcool, mais qu'en est-il de la conservation du produit après, puisqu'on perd l'effet conservateur de l'alcool? Et la deuxième question, où en sont les pays étrangers, les vignobles étrangers, par rapport à vos avancements à vous? Est-ce que vous connaissez sur les États-Unis ou des choses comme ça, des choses qui avancent en même temps? Je vais vous répondre à la première question et laisserai mes camarades répondre à la deuxième. C'est une question que j'ai tous les jours, moi, à la boutique. Donc, il y a la conservation tant que le produit n'est pas ouvert. On est dans une catégorie de boissons sans alcool, donc il y a obligatoirement une DDM, une date de durabilité minimale. Elles sont en général autour des 2 ans, 2 à 5 ans maximum à date. D'accord ? Et ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ouvert la bouteille, puisqu'il n'y a pas l'alcool qui protège le vin. Donc, dans la bouteille, on a des stabilisateurs qui sont utilisés, les sulfites. Je laisserai mes collègues compléter un produit qui s'appelle DMDC, Velcorin, qui permet de stabiliser le vin. Et une fois que vous avez ouvert une bouteille, ce que je réponds à mes clients, c'est comme une bouteille de vin. Vous les gardez 3-4 jours au frais, y compris pour les rouges.
Et l'autre question, pardon, c'était sur l'export, du coup. Excusez-moi. Alors, sur les autres vignobles étrangers, la France prend du retard, mais en général a tendance à le rattraper assez vite. Il y a des pôles de production de vins désalcoolisés assez forts en volume en Espagne, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie aussi beaucoup, puisque le gouvernement australien a même investi dans un centre de désalcoolisation pour ses vins. Après, là où la France a une très belle carte à jouer, c'est à nouveau sur la diversité, sur la qualité. À notre niveau, nous, on a goûté beaucoup de produits de ces différents pays. Il y a des choses pas mal, mais il n'y a pas non plus de choses extraordinaires. Et dans beaucoup de cas, dans ces pays, et l'Australie est un très bon exemple, qui pourrait être vu en France aussi, si le gouvernement investit, c'est parce qu'il y avait une surproduction terrible et qu'ils n'avaient pas quoi faire de leur volume. Et c'est un début, mais c'est une mauvaise réponse à une bonne question, en fait, puisque, comme on vient de l'expliquer, il y a besoin de faire des bons produits pour des bons vins pour faire des bons produits désalcoolisés. Donc, en fait, le marché est ouvert, la demande se développe en France, mais elle se développe aussi dans beaucoup de pays. Il y a des pays dans lesquels on boit déjà pas mal de vins désalcoolisés, en Allemagne, dans les pays nordiques aussi, mais il y a d'autres marchés. Donc, il y a vraiment, très clairement, des très belles places à prendre pour les vins français, les vins désalcoolisés français, en fait. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais ce n'est pas la France qui a créé la tendance. Il y a des tas de gens qui ont envie de ces produits-là et qui en boivent déjà en quantité assez importante partout ailleurs dans le monde. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est en train, d'un point de vue marché national, de comprendre que ce n'est pas une mauvaise idée. Et puis on a le monde entier qui attend les vins français. Ils ont l'habitude de boire des bons vins français. C'est un peu un pléonasme. Le bon vin, il vient de France. Pourquoi est-ce que sur les vins sans alcool, la France n'est pas numéro 1 mondial? C'était un questionnement, et en tout cas, c'est pour ça qu'on a créé un collectif, c'est pour accélérer peut-être un petit peu les choses. Blague à part, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que, en tant que producteur, même si vous ne voyez pas tout de suite autour de vous les consommateurs, ils existent un petit peu plus loin, et en fait, c'est une vraie opportunité pour l'ouverture à l'export. Les producteurs qui se sont lancés voient des portes s'ouvrir à l'export parce qu'ils ont quelque chose à proposer à une demande qui n'est pas une demande nationale. Et la marque France pour le vin a une valeur extraordinaire. Voilà, pour répondre à votre question, c'est à la fois à regarder, c'est vraiment à regarder d'un point de vue global, et c'est une vraie opportunité pour les vignerons français d'aller chercher des marchés à l'extérieur. Oui, bonjour. Frédéric Hermine du magazine Terre de Vin. Vous voulez peser comme acteur d'influence sur le réglementaire. Vous voulez quoi en matière réglementaire? Que ça évolue vers quoi? On a parlé un petit peu du bio tout à l'heure, on ne comprenait pas trop. Les appellations, on en a parlé un petit peu. Typiquement, c'est quelque chose qui fait un peu peur aux vignerons actuellement, de voir que la filière ne soutient pas encore complètement cette nouvelle catégorie. Et effectivement, une appellation, c'est un petit peu un gage de pouvoir vendre ses produits. Donc on peut comprendre qu'il y a une peur, quand il n'y a plus l'appellation, de ne plus pouvoir trouver les débouchés et les marchés. Donc nous, on souhaite pouvoir discuter de cet aspect-là. C'est dans quel cadre est-ce qu'une appellation pourrait être maintenue? Ce serait quoi le cahier des charges qui va bien? Après, on a des choses à dire sur les pratiques œnologiques. Alors, ce qui est déjà très très bien, c'est qu'il a été décidé de définir des pratiques œnologiques spécifiques à cette catégorie, qui viennent s'ajouter aux pratiques œnologiques du vin en général, parce que ce sont des produits qui sont différents et donc qui demandent à être traités aussi un peu différemment. Voilà, ce sont des exemples de sujets. On a parlé tout à l'heure des vins légers pour lesquels
on est plusieurs à se dire que c'est une bonne idée aussi en termes de diversification. Les sujets d'assemblage sont des sujets de discussion. Comment est-ce qu'on fait un vin léger? Est-ce qu'on fait un vin léger en réduisant progressivement, ou est-ce qu'on fait un vin léger en assemblant un vin totalement désalcoolisé avec le vin de base? Bon, Frédéric a donné un petit peu l'orientation qu'on a, en tout cas au sein du collectif. Voilà, sont des tas de sujets de discussion qui essayent de trouver un équilibre entre un gage de qualité qui est nécessaire et un pragmatisme économique. Attention à ne pas être trop dogmatique et à être assez pragmatique, parce que derrière, il y a des entreprises qui doivent vendre leur vin, et donc si on est trop dogmatique, on peut risquer de tuer en fait dans l'œuf la catégorie pour la filière vin, et c'est ça qu'on souhaiterait éviter. Et selon vous, quelles seraient les conditions idéales pour que les vins partiellement ou totalement désalcoolisés entrent dans le cadre d'un cahier des charges? Il faudrait définir les process autorisés ou pas, il faudrait définir un degré d'alcool en moins ou pas, il faudrait que les cahiers des charges disent oui à des vins zéro ou oui à des vins partiellement désalcoolisés. Concrètement et précisément, vers quoi vous poussez? Je pense, si je peux juste dire quelque chose, c'est il faut parfois prendre le problème dans l'autre sens, qui est à partir du consommateur. Le point le plus important, et là il faut mettre une casquette qui sort de celle du vin, qui est plus d'ordre alimentaire, qui est d'ordre de traçabilité, qui est d'être le plus transparent possible sur ce qu'on produit, ce qu'on fait, ce qu'il y a dans la bouteille. Aujourd'hui, si on prend le terme générique de vin sans alcool, il y a des produits très différents. Il y a des produits qui sont non fermentés, donc ça, il faut pouvoir l'expliquer, le baliser. Il y a des produits qui sont 100% à base de vin désalcoolisé, et il y a des produits qui vont être des boissons à base de vin désalcoolisé. Donc et là-dessus, déjà, c'est une base importante qui est de remettre le consommateur en centre de ce débat, pour comprendre déjà comment on peut baliser pour que le consommateur, in fine, sache ce qu'il achète. Et après, à l'intérieur de ça, en effet, vous avez raison, il faut se poser les questions techniques qui vont être de savoir qu'est-ce qu'on autorise ou pas, qu'est-ce qu'on veut faire ou pas. Si on part sur une base qui est celle du cahier des charges œnologiques, qu'est-ce qu'on autorise, comme le disait Stéphane, pour permettre à cette catégorie d'évoluer? Est-ce que c'est sur de l'édulcoration? Est-ce que c'est sur certains éléments? Nous, on en discute beaucoup entre nous. Quand je dis entre nous, c'est avec les membres du collectif. Et puis même au-delà, on a des personnes qui sont consultées aussi, pour qu'on puisse faire des propositions en ce sens, et en gardant toujours, je pense, c'est important, le consommateur au cœur de ce sujet. Oui, mais avant d'être transparent, il faut définir les règles. La transparence, elle va de soi pour le consommateur, bien sûr, mais il faut bien définir les règles avant de communiquer sur les règles. Oui, mais ce qui va aider à définir les règles, c'est justement d'être transparent par rapport au consommateur. Donc de dire quand est-ce qu'on est... Non, quand est-ce qu'on... Si on prend... pour moi, tout dépend de ce qu'on veut faire comme produit, et de définir en fait ce qu'on veut proposer au consommateur. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que avant de se poser toutes les questions contractuelles, de cahier des charges et autres, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est des produits à base de jus de raisin, ben d'accord, donc déjà ça c'est une première catégorie. Si c'est un produit à base de vin désalcoolisé, c'est une autre catégorie. Si c'est un produit 100% à base de vin alcoolisé, ça en fait ça permet d'avoir une première grille de lecture. Ce que je dis, c'est que par rapport à votre question, mettons le consommateur au cœur de cette discussion pour qu'on puisse baliser déjà ce qui existe et le catégoriser. Et à partir de là, on pourra définir des cahiers des charges plus techniques, je pense. Alors on va devoir conclure, donc je me permets de faire le timekeeper. Un grand merci à tous d'être venus assister à cette table ronde. Et ce que je vous propose, c'est de continuer, si vous avez encore des questions, à discuter avec nous avec un verre de vin désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé, juste derrière, soit au stand du collectif, soit au bar de la WineTech, où on va vous mettre à disposition quelques sympathiques bouteilles. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci. Et merci à nos invités.